Merci Madame et Monsieur le modérateur. Merci au Conseil scientifique de l'ASFAR de m'avoir proposé cette session sur la chirurgie carotidienne, comment optimiser en 2024 la prise en charge de ces patients bénéficiant de ce type de chirurgie. Alors en fait, j'avais fait un topo il y a à peu près 5 ans, donc ça m'a permis de remettre un petit peu à jour les connaissances qu'on avait sur ce type de chirurgie. Et vous voyez, notamment, je me suis basé sur 2 recommandations. Et la plus récente, c'est celle d'en bas, de l'ESC, qui date de, je vous jure, c'est vrai, du 30 août 2024. Donc c'est vraiment tout frais, tout frais. Et autrement, je me suis énormément basé, vous le verrez, je fais référence très régulièrement aux recommandations de la Société européenne de chirurgie vasculaire, bon, qui a quelques particularités par rapport à nos pratiques en France notamment, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ces 2 recommandations sont récentes et je vous les recommande, elles sont assez pratiques. Donc la chirurgie carotidienne, il y a tellement de choses à dire, je dirais quasiment, il faudrait faire toute une session sur la chirurgie carotidienne, entre le monitorage, entre le type d'anesthésie, entre les complications, etc., etc. Donc je vous ai listé un petit peu ce dont on va parler, parce que c'est ce qui a un petit peu évolué ou pas, et qui va nous permettre de prendre en charge un peu différemment les patients en chirurgie carotidienne. Donc on va commencer, on va faire chronologiquement. Ce que je fais quand je vois un patient qui doit bénéficier de ce type de chirurgie, je dois évaluer son risque préopératoire. Et on était resté, vous savez, les recommandations sur l'évaluation du risque préopératoire. Il y avait les recommandations européennes, américaines de 2014, un peu plus récentes, 2017, les canadiennes. Et dans ces 3 recommandations-là, l'évaluation du risque préopératoire de ce type de chirurgie, c'était... vous savez, faible risque, moins de 1% d'événements cardiovasculaires majeurs pour les chirurgies carotidiennes chez les patients asymptomatiques en pré-op, versus risque intermédiaire pour les patients symptomatiques en préopératoire. Bon, il y avait surtout une référence qui était donnée, celle de 2012 de Glantz, et ma foi, vous voyez, ça a un peu évolué. C'est-à-dire qu'on voit que l'asymptomatique est passé dans le risque intermédiaire, entre 1 et 5% de complications cardiovasculaires majeur en post-opératoire de ce type de chirurgie, et c'est vrai qu'il y a un peu plus de références pour évaluer ce risque, mais on va dire que quand même les chirurgies chez les patients asymptomatiques ont à peine franchi le cut-off de 1%, on est plutôt aux alentours de 1,5, 1,6% de complications post-op. Donc effectivement, c'est un risque intermédiaire, mais ce n'est pas tout à fait pareil. J'imagine que c'est pour ça qu'ils continuent de les distinguer un petit peu dans leur classification. Alors ce que rajoute notamment l'ESC dans cette considération du risque préopératoire, c'est un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de dire que les patients sont plus ou moins à risque. Ils ont pris des notions, on va dire, qui concernent peut-être plus l'anesthésiste, la partie clinique, et la partie plus anatomique qui va concerner certainement plus nos amis chirurgiens. Alors dans la partie clinique, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'un patient encore instable en insuffisance cardiaque, ou qui a fait un infarctus récent, ou qui a une chirurgie valvulaire cardiaque sous CEC qui est prochainement prévue ou qui a été fait récemment, c'est des patients un plus haut risque quand on leur fait une chirurgie carotidienne. On n'est pas très étonné. De même, ceux qui ont une grande insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, une pathologie pulmonaire sévère, une HTLP par exemple, sont plus à risque. Bon, c'est pas quantifié, mais c'est a priori, c'est quelque chose dont on se doute dans l'évaluation du risque périopératoire. La partie anatomique, vous voyez, c'est surtout des lésions inaccessibles en raison soit de particularités anatomiques, soit de traitements à type, par exemple, d'irradiation, l'existence d'une trachéotomie, etc., qui peut gêner la prise en charge. Et puis également, l'occlusion de l'artère carotide contralatérale. On comprend aisément que ça peut poser un petit problème dans la prise en charge de ces patients-là, surtout si le polygone de Willis n'est pas tout à fait compétent. Dans notre stratification du risque, je vous rappelle rapidement, c'est les recommandations françaises de 2011. Vous voyez, finalement, ce n'est pas des chirurgies à haut risque, donc on pourrait dire qu'on peut aller directement, si un patient stable, on peut aller directement à la chirurgie juste en optimisant le traitement préopératoire. Bon. Là aussi, recommandation de l'ESC de l'année dernière, ou de 2022 plutôt, concernant la stratification du risque. Et vous savez qu'ils ont un peu complexifié les choses, nos amis européens, en rajoutant notamment, enfin nos amis européens, et c'est surtout des amis européens cardiologues. Il y avait peu d'anesthésistes dans cette recommandation, qui a été pourtant validée par l'ESA. Ils ont fait rentrer l'importance des biomarqueurs dans l'évaluation pré-op. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez un patient pour une chirurgie carotidienne, alors de moins de 65 ans sans facteur de risque cardiovasculaire, reconnaissez que ce n'est pas ceux qu'on croise le plus souvent. Ceux par contre qui ont plus de 65 ans ou un facteur de risque cardiovasculaire,
Il est recommandé d'évaluer la capacité fonctionnelle. Bon, c'est pas tout à fait stupide de demander à quelqu'un s'il est capable de monter 2 étages ou pas. Effectivement, ça va vite. Et il rajoute, vous savez, la notion de dosage de biomarqueurs. Alors ça, par contre, ça a été plus discuté, c'est plus discutable. Et je pense que évaluer la capacité fonctionnelle et évaluer le niveau de risque cardiovasculaire clinique, c'est important. Mais on reste quand même dans une chirurgie à risque intermédiaire, hein, pas une chirurgie à haut risque. Alors, ce que je trouve bien dans les recommandations européennes là, de 2024, c'est leur algorithme décisionnel qui est finalement assez simple, je vous rassure. Un patient asymptomatique qui a une sténose de moins de 60% ou une occlusion carotidienne, on ne fait rien, pas de revascularisation. Il est recommandé de ne pas les opérer. Ceux qui sont entre 60 et 99% de sténose carotidienne, là, il faut discuter, entre neurologue et chirurgien vasculaire, évaluer le risque individuel, donc ça c'est un petit peu plus nous. Et si c'est une chirurgie à haut risque, on n'opère pas chez un patient asymptomatique, toujours. Si c'est un patient à risque faible, ça peut se discuter en fonction d'autres examens complémentaires. On peut proposer soit une endartérectomie carotidienne, donc la partie chirurgicale, CEA, ou un stent. Alors le stent, je ne vais pas trop vous en parler, j'ouvre une petite parenthèse. Le stent, c'est une alternative souvent à l'endartérectomie carotidienne qui reste quand même le gold standard. Et le stent, vous savez, actuellement, ils utilisent à la fois la voie transfémorale et la voie transcarotidienne. Et c'est pareil, il n'y a pas de comparaison tout à fait directe entre ces deux méthodes qui sont sans doute un petit peu différentes. Mais vous le verrez de temps en temps, quand il y a des patients qui sont vraiment instables, ça peut être une alternative intéressante, en tout cas à discuter. Chez un patient symptomatique, là aussi, c'est relativement simple. Moins de 50% de sténose carotidienne, on n'opère pas. Une occlusion, on n'opère pas non plus. Et j'irai entre les deux, suivant le degré de sténose carotidienne, vous voyez, il y a des recommandations plus ou moins fortes à une indication de recommandation. Alors, OMT, et non pas OMD, pour ceux qui sont Orchestral Manoeuvre in the Dark, mais OMT, c'est Optimal Medical Treatment. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, il y a des caractéristiques. Là, on va au-delà du risque global du patient cardiovasculaire, vraiment au niveau du risque accru d'AVC. Vous voyez, il y a des éléments qui sont surtout des éléments cliniques. Si vous avez fait un AVC ou un AIT contralatéral, vous êtes plus à risque. Et puis, il y a des éléments d'imagerie qui peuvent indiquer également un risque plus important d'AVC chez ces patients, notamment la nature de la plaque, etc., qui peut donner des indications suivant le type d'imagerie utilisée. Alors, ce fameux Optimal Medical Treatment, il est listé ici avec d'un côté les éléments à obtenir, un contrôle tensionnel, un traitement hypolipémiant, un traitement du diabète et des règles d'hygiéno-diététique, faire du sport, ne pas fumer, etc. etc. C'est les recommandations assez classiques. Alors dans les traitements justement en préopératoire de nos patients, on voit de plus en plus en chirurgie carotidienne des patients sous double antiagrégation plaquettaire. Alors quand on fouille un peu les recommandations, première recommandation qui a un petit peu changé, là, la 31, c'est un peu spécial, ça c'est pour le stent. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que pour le stent, ils aiment bien mettre en pré-pose de stent une double antiagrégation quelques jours avant de mettre le stent. Ça c'est une attitude assez classique en neuroradiologie interventionnelle où on met des dispositifs intravasculaires. Pour la recommandation 27, ça c'est un peu plus nouveau, ils disent que finalement, les gens qui ont une sténose carotidienne symptomatique de 50 à 99%, donc pour qui on a a priori une indication chirurgicale, il convient de considérer éventuellement l'intérêt d'une double antiagrégation plaquettaire. Donc quand même, vous allez voir arriver régulièrement à cette chirurgie un certain nombre de patients sous double antiagrégation. Alors, les amis chirurgiens européens sont assez complexes parce que vous voyez, la double antiagrégation plaquettaire, si vous avez fait un AVC ou un AIT récemment, moi, franchement, le dipyridamol, je ne le vois pas souvent utilisé. Ça, c'est un truc, je ne sais pas, les recommandations européennes en parlent. Par contre, le clopidogrel et l'aspirine, oui, ça, très régulièrement, on le voit utiliser. Donc, c'est pour ça, je dirais, c'est assez complexe, finalement, mais vous verrez de temps en temps arriver sur la table un patient avec une double antiagrégation plaquettaire. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? C'est douteux, parce que, vous voyez... Dans il y a une méta-analyse notamment assez récente qui est particulièrement intéressante, qui trouve bien qu'il n'y a pas moins d'AVC, d'AIT ou d'AVC constitués chez les patients qui soit sous double antiagrégation, soit sous aspirine. Il y a un peu moins de microthrombie qu'on constate en péropératoire. Ok, ça c'est très bien. Alors, attendez, j'ai perdu ma flèche. Par contre, lorsqu'on regarde la survenue d'AVC, quand vous êtes asymptomatique ou symptomatique, il n'y a pas de différence que vous soyez sous double antiagrégation ou sous aspirine seule. De même, quand on compare les études prospectives et les études rétrospectives, il n'y a pas d'avantage d'avoir une double antiagrégation plaquettaire. Par contre, et ça on n'est pas étonné, il y a plus de complications hémorragiques, plus de reprises pour saignement. De façon paradoxale, il y a plus d'infarctus
du myocarde quand vous avez une double antiagrégation plaquettaire. Alors ça, c'est un mystère. Plus de mortalité également, et des mortalités, on va dire un critère composite mortalité AVC, là c'est non significatif. Donc plutôt, il n'y a pas d'intérêt majeur pour éviter la survenue de complications ischémiques par rapport à l'aspirine seule d'avoir une double antiagrégation plaquettaire. Ça augmente les complications hémorragiques, mais globalement, tout le monde conclut pour dire que la qualité globale des preuves est faible. Donc vous voyez, d'un côté, vous avez des recommandations qui vous disent qu'il faudra sans doute avoir des patients peut-être sous double antiagrégation plaquettaire, mais vous voyez, les preuves ne sont pas très fortes. Et en conclusion, cette recommandation nouvelle qui est très bonne, c'est de dire qu'en gros, il faut que localement, vous ayez avec vos chirurgiens un protocole bien arrêté d'antiagrégation plaquettaire. C'est-à-dire que, suivant les habitudes locales, il faut que vous mettiez d'accord sur « oui, je l'opère sous double antiagrégation » ou « non, je arrête un des deux, je garde que l'aspirine ». C'est un peu du bon sens, mais bon, il fallait le dire. Petite parenthèse sur des délais qui sont intéressants. Quand quelqu'un a fait un AVC et qu'il est considéré comme intéressant de lui faire une endarterectomie carotidienne, le délai qu'il faut attendre, c'est à peu près une quinzaine de jours. Hein. Et si on doit attendre cette quinzaine de jours, il faut plutôt envisager une endarterectomie carotidienne plutôt que la pose d'un stent. Et puis, chez les patients qui doivent bénéficier d'une thrombolyse, on considère qu'il faut attendre 24 heures avant d'introduire les antiagrégants plaquettaires. Ça ne nous concerne pas trop, mais bon, quand même, c'est bon de le savoir. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est quand vous avez une sténose de 50 à 99% chez un patient symptomatique qui a reçu une thrombolyse, eh ben, il va falloir attendre 6 jours avant de l'opérer. Ça tombe bien, on est toujours dans les intervalles de 14 jours, mais il ne va pas falloir l'opérer trop vite. Question pratique qu'on se pose très régulièrement pour ce genre de patients, parce qu'on est en général bien malade de ces artères dans cette catégorie de population, ils peuvent avoir besoin de pontage en même temps. Alors ça, c'est une question sans fin. Je passe rapidement sur ce problème-là. Vous voyez, des méta-analyses qui comparent différentes méthodologies. Je fais en même temps, je fais en différé, je fais pas du tout, suivant le degré de sténose, la symptomatologie, etc. Les Européens ont donné des recommandations on va dire un peu plus clair sous la forme des chirurgiens sous la forme de cet algorithme. En pratique, c'est pas totalement résolu et c'est pareil, il faut voir en fonction des habitudes de votre centre. Ça, c'est un petit clin d'œil pour la SFAR concernant l'antibioprophylaxie. On ne change pas grand-chose. Votre patient arrive au bloc opératoire. C'est à partir du moment où vous mettez du matériel, il faut faire une antibioprophylaxie. Et ça a été confirmé dans les dernières RFE concernant l'antibioprophylaxie en chirurgie vasculaire. La bouteille à l'encre. AG versus ALR. Alors, voici le tableau classique. Vous savez, avantages, inconvénients, AG, ALR. Il faut respecter les contre-indications à l'ALR. L'intubation prévue difficile, effectivement. Il vaut mieux éviter l'ALR, surtout si vous devez l'intuber en catastrophe sous les champs avec une cervicotomie. C'est pas évident. L'insuffisance respiratoire sévère, c'est une contre-indication relative, surtout si vous faites des blocs profonds. Le patient intolérant, etc. Pour info, dans la littérature internationale, c'est à peu près 80% des gens opérés sous AG, 20% des gens opérés sous ALR. Et vous voyez, nous, dans notre étude EMOCAR, on avait retrouvé à peu près cette proportion, avec 77% de patients opérés sous AG. Méta-analyse, Cochrane 2013, vous voyez, avec une grosse étude qui avait presque la majorité des patients, l'étude GALA. En gros, il n'y avait pas de différence significative en termes d'AVC dans les 30 jours suivant cette chirurgie, suivant que vous fassiez une ALR ou une AG. Bon. 2021, on rajoute 2 études, pas beaucoup plus de patients. Par contre, vous voyez, on passe de 4005 à 4008 en gros. C'est pas énorme et toujours pas de différence en termes d'AVC et de décès. Si on voulait voir une différence, il faudrait inclure des dizaines de milliers de patients, quelque chose comme 25 000 patients pour voir une différence entre AG et ALR. Donc vous vous doutez bien qu'on n'aura sans doute pas la patience ni la capacité de faire ce genre d'études. Et donc en 2017, les recommandations étaient finalement, vous voyez avec votre équipe, qu'est-ce qu'ils préfèrent, parce qu'il y a des chirurgiens qui veulent absolument la LR, d'autres qui veulent absolument l'anesthésie générale pour des questions de confort. Et la recommandation de 2023 est à peu près la même. Il faut discuter au sein de l'équipe. Alors le niveau de preuve de recommandation est un peu moins fort. Et puis il faut demander aussi la préférence du patient qui en général va pour l'AG quand même, parce que ça dure 1h30. Et puis c'est vrai que quand vous avez certaines déformations, vous voyez ce patient-là, là vous voyez en position allongée. Je ne sais pas comment il dort, ce pauvre monsieur, mais effectivement, l'AG, la LR, là, les conditions se discutent parce qu'en plus, il était l'intubation difficile. Donc, bon, c'est un peu compliqué parfois. Et puis enfin, il y a des gens qui sont joueurs. Je vous ai dit, quand vous étiez instable sur le plan cardiovasculaire, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous opérer. C'est peut-être là qu'il faut peut-être discuter de l'intérêt d'un stent si vraiment il y a une indication. Mais il y a donc cette étude rétrospective qui s'est intéressée sur une cohorte de patients assez importante, sur le fait d'opérer des patients symptomatiques d'une pathologie cardiovasculaire, d'une carotide.
vous ne serez pas étonné, l'ALR fait un peu mieux que l'AG. Effectivement, il y a un peu moins de décompensation et on va dire, d'hypotension et d'instabilité hémodynamique chez ces patients. Alors l'ALR, bloc profond, bloc superficiel, juste cette étude qui a quand même l'avantage de montrer une grosse différence en termes de complications. Si vous faites un bloc profond, il vaut mieux garder un bloc superficiel parce que vous voyez que toutes les complications là, qui sont listées sont moins fréquentes lorsque vous faites un bloc superficiel qu'un bloc profond. Bloc superficiel, ça comprend ce fameux bloc intermédiaire, c'est-à-dire vous êtes derrière le sternocléido-mastoïdien, vous allez pas très loin de la carotide, au contact de la carotide, et entre deux fascias, vous déposez à peu près 15 ml d'anesthésique locaux et vous demandez au chirurgien de faire un bloc, une AL péricarotidienne en plus. Alors le shunt systématique, évidemment, il n'y a pas vraiment d'études randomisées contrôlées sur ce type de dispositif. A priori, il n'y a pas de différence systématique en termes d'AVC périopératoire si on met systématiquement un shunt. Et donc, effectivement, la décision doit être laissée à la discrétion du chirurgien. Bon, ça paraît assez logique, c'est à discuter au cas par cas. Les Cochrane qui existent sur le sujet, vous voyez, ce qui est assez rigolo, vous voyez, première Cochrane qui date de 2014, ils vous disent qu'il n'y a pas de différence en termes d'AVC quand on met un shunt systématique ou pas, en termes de mortalité également dans les 30 jours périopératoires, sur la base de 3 études. La Cochrane suivante conclut un peu différemment, il y a moins de décès liés à un AVC dans les 30 jours, le taux d'AVC est plus faible dans les 24 heures post-op, etc. Je vous rassure, je vous inquiète, ils sont basés sur les 3 mêmes études, ce qui change chez la méthodo. Moi, Cochrane, c'est Cochrane quand même. Donc, sur le monitorage, je suis désolé du côté catalogue, mais bon, monitorage, l'hémodynamique, on met en général une PAS pour une endarrectomie carotidienne. Il y a peu d'études dans la littérature pour voir l'intérêt éventuellement d'une pression non invasive. Si vous monitorez ce que les anglo-saxons appellent la stump pressure, c'est-à-dire la pression résiduelle, vous allez forcément avoir besoin d'une pression artérielle sanglante. Il y a quelques centres donc, qui utilisent des systèmes non invasifs et qui disent que finalement, dans cette étude-là, finalement, ça peut être intéressant, mais vous savez, avec toute la limite qu'on peut connaître sur ces systèmes non invasifs, sur la qualité de la mesure. Bon, a priori, vous êtes plutôt chez des patients un peu hypertendus en PEROP. Le neuromonitorage, vous connaissez tout ça. L'examen neurologique, c'est le gold standard. Et puis après, vous avez la pression résiduelle dont je vous ai parlé. Le Doppler transcrânien, pas toujours facile. Et puis en termes d'encombrement, c'est pas très simple. Les électroencéphalogrammes, encombrement, pas toujours très simple à interpréter. Les potentiels évoqués somesthésiques, moteurs ou sensitifs, pareil, pas toujours simple. Et la NIRS, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Bon, quand on compare toutes ces méthodes, sauf la NIRS, par rapport à l'examen neurologique, l'examen neurologique fait toujours mieux que toutes les autres méthodes que vous pouvez utiliser. La NIRS, vous connaissez la NIRS qui permet de mesurer cette saturation tissulaire au niveau cérébral avec les limites là, qui sont listées ici. Alors il y a quelques méta-analyses qui se sont intéressées à la NIRS en disant lorsqu'on avait une variation de 20% sous anesthésie locale, parce que c'est intéressant de mettre une NIRS sous anesthésie locale, c'est peut-être pas évident. On a une sensibilité qui est correcte versus l'examen neurologique et une spécificité encore plus satisfaisante. Alors, il y a 2 méta-analyses qui ne retrouvent pas de différence en termes de déficit neurologique post-opératoire en présence d'un shunt sélectif ou non si on utilise la NIRS comme critère pour devant déclencher le shunt. Bon. Cette étude-là, qui est celle qui est reprise dans ces 2 Cochrane, dit que finalement, l'utilisation d'un algorithme basé sur la NIRS pourrait réduire le taux de mise en place du shunt, mais pas d'effet de la réduction du taux de shunt constaté avec cette étude, qui est quand même assez limitée. Vous voyez, 80 patients par groupe. Alors, on a mené l'étude EMOCAR, qui est une étude multicentrique randomisée en double aveugle, c'est-à-dire que tous les patients qui bénéficiaient de cette chirurgie carotidienne avaient une NIRS. Il y avait un algorithme décisionnel par rapport à une baisse de NIRS. Vous voyez qu'entre les 2 groupes, on a quand même une différence significative de NIRS. Et on a comparé le nombre moyen de nouvelles lésions ischémiques visibles à l'IRM en pré versus post-op. Il y a un certain nombre de critères secondaires qui sont listés là. Alors je vous rassure, il y avait 400 patients à peu près par groupe. Alors c'est assez simple, tout est NS. Il n'y a pas de différence significative. Donc globalement, la NIRS, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour monitorer pour trouver la survenue et prévenir la survenue d'un AVC en périopératoire de chirurgie carotidienne. On avait visé une diminution de 50% des nouvelles lésions post-opératoires chez ces patients-là à l'IRM. Alors,
Tant qu'on est dans le monitorage, l'anticoagulation, il y a des gens qui disent « ouais, moi je monitore l'ACT, etc. » Oui, mais quel cible d'ACT avoir? Alors ça, la littérature ne le donne pas du tout. On ne sait pas du tout quel cible d'ACT avoir. Et puis méfiez-vous, l'ACT, là, c'est comparé dans une autre chirurgie, la chirurgie cardiaque. On compare l'héparinémie, qui est un peu le gold standard, avec l'ACT obtenu chez les patients qui sont dits résistants à l'héparine, c'est-à-dire qu'ils ont un ACT inférieur à 350, voire même inférieur à 480. Et vous voyez que les anti-DISA chez ces patients-là, ils sont tout à fait dans les clous pour mener une CEC dans la majorité des cas. Donc finalement, la cible d'ACT, c'est pas toujours facile. Tant qu'on est dans les anticoagulants, faut-il antagoniser? Alors il y a une première méta-analyse de 2016 qui disait qu'il y avait une réduction significative de survenue d'hématomes, mais pas de différence en termes de survenue d'AVC, donc plutôt rassurant. Et il y a surtout ce gros registre qui, certes, est juste observationnel, mais qui montre bien, vous voyez, il n'y a pas de différence significative en termes de survenue il y a une différence par exemple significative en termes de reprise chirurgicale pour saignement. Par contre, pas de différence significative pour la survenue d'infarctus ou d'AVC chez les patients qui ont bénéficié de protamine. Et au contraire, lorsque vous êtes obligé d'être repris, vous voyez, il y a une augmentation du nombre d'infarctus et d'AVC chez les patients qui sont repris pour hématome. Donc, on aurait plutôt envie d'antagoniser ces patients. Attendez. Donc, les recommandations, c'est plutôt d'envisager l'antagonisation. Mais vous voyez, même aux États-Unis, où d'habitude les gens suivent bien les recommandations, et bien dans une étude de 2022, il y avait seulement 10% des chirurgiens qui antagonisaient l'héparine. Donc, ouais, il y a du travail à faire. Ma dernière diapositive, ma diapositive de conclusion, se rappeler que c'est une chirurgie qui est devenue maintenant globalement une chirurgie à risque intermédiaire, donc ça au moins c'est clair. L'ALR, ce qu'il faut retenir, c'est non seulement une bonne méthode pour faire cette chirurgie, et c'est surtout aussi une bonne méthode pour monitorer ces patients-là, finalement. Le shunt, il faut l'avoir, effectivement, cette technique, mais pas le faire en systématique. Quand on fait la balance risque hémorragique, risque thrombotique, la double antiagrégation plaquettaire, vous en verrez de plus en plus, en sachant que quand même leurs indications doivent être limitées. La protamine, il ne faut sans doute pas trop hésiter à la faire, mais vous voyez que globalement, le niveau d'épreuve et la qualité des études fait qu'il reste de nombreuses questions qui sont non résolues dans cette chirurgie. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour faire de la pub.